On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com dans cette formule où on rejoint nos invités à distance. Donc, je suis seul en studio et un seul réalisateur, monteur, aiguilleur qui, lui, se retrouve dans la régie. Voilà notre mode de fonctionnement depuis maintenant déjà 2 semaines, mais pour donner la parole aux gens d'ici. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le phénomène du prêt à emporter, de la livraison, le fameux phénomène du take-out dans la restauration. Il y a le Bistrot Brac qui, visiblement, a profité de sa quarantaine au mois de mars pour penser à ce volet-là, qui a été drôlement bien développé. Mais d'abord, parlons aussi de l'impact au niveau du sport et de nos athlètes, et notamment de la Johannaise Aurélie Rivard, nageuse paralympique. La crise de la COVID-19 a eu des impacts un peu partout sur la planète, notamment au niveau des sports professionnels, des sports amateurs, les sports olympiques, paralympiques également. On a vu évidemment un peu cette controverse au départ où le Japon voulait maintenir les Jeux olympiques de cet été au Japon en juillet. Après ça, pression qui est venue entre autres du Canada et ensuite de l'Australie, du CIO. Et finalement, on a décidé de reporter les Jeux, non pas au printemps, mais bien dans un an, en juillet 2021, mais toujours à Tokyo. Et parmi les athlètes chez qui, évidemment, ça a un impact, il y a évidemment notre célèbre paranageuse olympique Aurélie Rivard qu'on rejoint à l'instant. Alors, salut Aurélie. Salut, ça va? Très, très bien. Et toi, est-ce que ça va bien? Remise un peu de tes émotions parce que ça a dû créer toute une incertitude, cette affaire-là? J'ai vécu des émotions que je vis normalement une année en 72 heures. Ça a été très difficile, surtout de ne pas savoir. On était tout le temps dans l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient ce que je savais, mais j'en savais pas plus que n'importe qui d'autre. Fait que, ça a été assez plein de rebondissements. On se faisait des scénarios, on n'avait rien d'autre à faire. Puis les pires scénarios au début, là, il y a peut-être 2 semaines, on virait pour être les meilleurs aujourd'hui. Fait que ça changeait tellement vite qu'on ne savait plus trop où donner de la tête. Bon. Comme la crise de la COVID a parti en Asie, principalement fin décembre, janvier, février, est-ce que déjà, en janvier, février, est-ce que vous aviez des doutes sur la tenue ou non des Jeux olympiques, avant que ça nous frappe, nous, ici, en Amérique? Pas en tout. Le monde m'en parlait, puis moi, je croyais pas à ça. Moi, je me disais... Parce que, tu sais, si on se souvient, là, il y a eu aussi quelque chose de similaire en 2016 avec le Zika au Brésil. Puis nous, il y a des athlètes qui se sont retirés par crainte. Puis nous, en se pointant au Brésil, je pense que j'ai vu personnellement 4 moustiques. Là. Donc, moi, je pensais que ça allait faire la même chose. Mais j'y ai pas cru avant qu'on soit en plein dedans, avant qu'on commence à annuler des événements comme la NBA, les saisons, tout ça. Là, je suis comme, mon Dieu, finalement, ça se peut que ça arrive. Mais on n'a pas pris ça au sérieux avant vraiment qu'on soit en plein dedans. OK. Et dis-moi, quand tu as vu justement l'incertitude mondiale, parce que le premier ministre du Japon qui dit non, 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 nous, on va tenir nos Jeux pareils cet été. Et là, on a senti, notamment de la part de certains athlètes canadiens, une réticence à voir le Japon s'obstiner à tenir ses Jeux absolument cet été. Toi, comment as-tu vécu ça ou les relations que tu as eues avec d'autres collègues au niveau du Comité olympique canadien? Bien, au début, là, tout le monde voulait que les Jeux se tiennent cet été parce que, veut pas, là, une année pré-olympique, c'est une année extrêmement exigeante, très difficile mentalement. Puis il n'y a personne qui veut la prolonger de 12 mois. Fait que nous, on s'obstinait vraiment que ça soit la meilleure décision. Mais là, finalement, plus on avance là-dedans, plus on ne sait pas combien de temps on va être confiné ici. Donc, ça a été la meilleure décision de les déplacer. Mais en même temps que le CIO ne voulait pas les déplacer, le COC faisait beaucoup de pression. Quand le Canada a décidé de se retirer, oui, c'était une bonne chose parce que oui, c'était comme on ne pouvait pas s'imaginer compétitionner cet été. Mais en même temps, là, pendant 24 heures, nous, on n'avait plus rien. On n'avait plus de jeu. On participait à rien. On était dans le vide, je veux dire. Moi, je recevais beaucoup de messages de mes coéquipiers et de l'international, là, puis il y en a plein qui ne pensaient pas que les Jeux allaient être retardés. Il y en a qui me disaient « on va s'ennuyer de toi cet été ». Fait que on avait plein de scénarios. Mais j'imagine que quand on... Parce que l'incertitude, là, à partir du moment où le Comité olympique canadien dit « nous, là, on vous le dit,
s'il y en a cet été, on y va pas. Puis l'Australie a fait à peu près la même chose pas longtemps après. Là, est-ce que la crainte pour l'athlète, c'est de dire, OK, moi, mon pays ira pas, mais si les JO se tiennent pareil, je suis cuit, là. Ben oui, mais c'est exactement ça. Moi, là, je me retenais pour pas pleurer, là, parce que je me disais, ça fait 3 ans, là, que je m'entraîne pour quelque chose. Puis là, je veux dire, moi, j'ai la possibilité de me rendre en 2024, mais il y en a beaucoup que non. Ouais. Ça se peut pas que ça finisse de même. Puis surtout, les athlètes amateurs, je veux dire, on s'intéresse à nous une fois aux 4 ans, soyons bien honnêtes. Fait, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose de gros pour nos carrières. Puis c'est très spécial d'être en charge de nos carrières pendant toutes les années, puis que cette décision-là, on soit complètement hors de notre contrôle, là, que ça se finisse autant en queue de poisson. Donc, c'est sûr qu'une fois que le Canada annonce qu'il n'ira pas, mais qu'une couple de jours après, finalement, le Japon et le Comité international olympique disent, bon, c'est correct, on va les reporter. Bon, certains parlaient du printemps. Finalement, est-ce que le scénario de les reporter en juillet 2021, c'est ça qui reste quand même le mieux que de le faire au printemps, ou si pour les athlètes, ça n'aurait pas changé grand-chose? Bien, c'est mieux parce qu'on est capable d'avoir une saison beaucoup plus normale. Les grosses compétitions sont souvent à l'été, entre juillet et septembre. Donc là, on va être capable vraiment de recommencer l'année au complet, presque comme exactement avec la même horaire. Donc, tout dépendant de combien de temps tout ça va durer, là, je vais être capable de prendre mon été off, puis de recommencer en septembre, de faire les trucs que je fais normalement, puis d'avoir une année et une saison beaucoup plus normale. On n'est pas habitué de courser au printemps, donc là, on aurait été peut-être un peu pognés. On n'aurait pas pu prendre de vacances d'été. Il aurait fallu recommencer le plus tôt possible. Ça aurait été beaucoup plus stressant, je pense. Mais au-delà de l'entraînement d'une année pré-olympique, un mois de mars, avril, mai, normalement, est-ce que tu aurais eu quand même certaines compétitions ou pas du tout, que de l'entraînement? Bien, mars, avril, mai, c'est souvent là où est-ce que les qualifications... Donc, c'est souvent un temps où on compétitionne beaucoup, mais vraiment pour tester où on est rendu. C'est pas là où est-ce qu'on est à notre maximum. C'est pas là où est-ce qu'on est le plus près. C'est vraiment pour voir. C'est là qu'on rentre l'expérience. C'est là que les championnats d'Europe, c'est là que les Coupes du monde, c'est là que les qualifications, comme je disais. Donc, c'est vraiment... tu sais, moi, là, juste avant que les frontières ferment, j'étais en Floride, là, puis je terminais un camp d'entraînement avant de s'élancer dans la période de qualification, dans les périodes de voyage. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. C'est plus pour voir on est rendu où par rapport à nos compétitrices ou compétiteurs dans le monde. T'es revenu quand au pays? Je suis revenue mi-mars. Vraiment, on a atterri, puis 8 minutes plus tard, on a eu l'avis du gouvernement sur les quarantaines, sur tout. Là, tout a déboulé comme 10 minutes après que j'ai atterri. Donc là, depuis ton retour au pays, est-ce que tu t'es comme auto-placé volontairement en quarantaine? Oui, bien, j'ai pas eu le choix au début de faire une quarantaine préventive parce que c'était pas sérieux vraiment quand je suis revenue. Mais oui, comme je suis revenue à Saint-Jean chez mes parents, ma sœur utilisait mon appartement pour travailler. Donc, puis depuis, je veux dire, je suis jamais ressortie. On n'a pas pu s'entraîner. Les places publiques ont fermé le lendemain. J'avais une compétition qui a été annulée, donc tout a déboulé à mon retour. Bon, c'est ça, parce que est-ce que tu avais d'autres déplacements à l'étranger qui étaient prévus ce printemps? Oui, tout. En fait, je n'étais pas là quasiment pendant 2 mois. Je travaillais en Europe beaucoup. Puis, au début, on n'y croyait pas trop, mais là, j'ai recommencé à recevoir mes avis de vol qui étaient cancellés ou les compétitions qui ont été cancellées aussi ou déplacées. Donc, on a dû tout canceller à la dernière minute. Tu devais aller où ce printemps? C'était quoi les places où tu devais aller, là? Je m'en allais en France, je m'en allais au Portugal pour des compétitions. On avait des Coupes du monde. Je m'en allais aussi peut-être en Grande-Bretagne. On s'en allait à Toronto pour les qualifications. Donc, j'avais 3-4 places à faire. Et là, dans le fond, on se dit que d'ici à l'été, on s'entend qu'il ne se passera pas grand-chose. Durant l'été, ça va être quoi? Une période de vacances, parce que là, il n'y aura pas de Jeux olympiques en tant que tels. Mais donc, tu as espoir de reprendre un calendrier plus normal au niveau de l'entraînement et des compétitions quelque part à partir du mois d'août-septembre? Oui, bien, j'aimerais ça. Tout dépend encore de combien de temps on va être confiné. Mais tu sais, moi, ça fait 3 semaines que je ne m'entraîne pas. Donc, ça va dépendre de quand est-ce qu'on peut en ressortir. Donc, j'espère avoir une saison
normal, être reposé parce que oui, on s'entraîne en ce moment, mais c'est loin d'être des vacances. Là. Il n'y a rien de moins reposant que ça. J'essaie de m'entraîner le plus que je peux avec les moyens que j'ai. Là. Mais j'aimerais ça comme sortir d'ici, puis après ça, être capable de revenir mentalement rafraîchie et beaucoup plus forte là, à la fin du mois d'août. Bon. Est-ce que, malgré toute cette période-là, est-ce que tu es capable de t'avancer ou de t'avancer un peu plus du côté des études? Là, on a vu que les cégeps et universités avaient mis en place, semble-t-il, là, des systèmes de vidéoconférence et tout ça. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te permet de t'avancer au moins du côté des études pendant ce temps-là? Non, mais je me suis fait pogner, moi, parce que j'allais pas à l'école, en fait, cette session-ci pour me préparer pour les Jeux. Fait que, mais là, je suis un peu prise parce que pas avoir de Jeux cet été, je veux aller à l'école en septembre, mais je me suis pas inscrite avant le 1er mars. Fait que là, je vais voir ce que je peux faire, mais non, je peux même pas faire de l'école avec tout ce temps qu'on a. Aïe. Ouais, ça, c'est moins plaisant un peu, parce que ça aurait pu au moins, si tu avais pu t'avancer, ça aurait été un mal pour un bien, mais... D'habitude, j'ai jamais le temps de faire de l'école le plus possible à cause de la natation. Puis là, on enlève la natation, puis je peux pas faire d'école. Donc, j'espère que je vais pouvoir avoir un arrangement, mais on va voir, là. Puis s'entraîner à la maison, quand on est une nageuse... Ouais, c'est difficile. Les piscines sont encore un peu glacées. Mais je veux dire, je fais ce que je peux. Là. J'ai des petits trucs ici dans mon salon là, pour des trucs très minimaux d'entraînement de poids du corps. Mais sinon, j'essaie d'aller courir quand il ne fait pas trop froid. Mais je sais pas... on est très désavantagés par rapport aux autres athlètes. Là. On ne peut pas s'adapter aussi facilement. Oui. En terminant, c'est quoi le regard que tu portes? Tu es quelqu'un quand même qui voyage beaucoup, on s'entend, là, et sur plusieurs continents. C'est quoi le regard que tu as face à la crise qu'on vit en ce moment, à cette pandémie qui touche tout le monde actuellement? Bon, les jeunes, évidemment, sont plus ou moins touchés par la COVID, mais on peut être porteur, etc. Bref, c'est quoi le regard d'une jeune fille comme toi sur ce qu'on vit en ce moment? Ben là, je trouve que c'est assez catastrophique. Là, je trouve que l'ampleur que ça a pris en si peu de temps, c'est fou parce que la façon que je pensais il y a 2 semaines, c'était complètement l'opposé. Puis, comme tu dis, je voyage beaucoup, donc j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout. Puis la façon qu'eux voient ou la façon que ça se passe dans leur pays, je trouve qu'il faut se compter très chanceux ici. On a été informés et on a pris les précautions qu'il fallait au bon moment. Puis moi, j'ai des amis, surtout en Grande-Bretagne, qui font encore des soirées de poker puis qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas correct. Puis j'ai des amis aussi qui sont pris en Espagne. Donc, c'est sûr que c'est la santé puis la sécurité de tout le monde qui importe en premier. Mais bon, je veux dire, plus que le monde va faire ce qu'ils ont à faire, le plus vite on va pouvoir sortir. Mais je trouve ça plate pour les familles que ça affecte. Mais en attendant, on va attendre. On n'a pas grand-chose à faire d'autre. Bien, Aurélie, merci beaucoup. Super gentil de t'avoir entendu sur le sujet puis les impacts que ça a, évidemment, dans ton monde à toi. Puis bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du phénomène du take-out qui prend beaucoup d'ampleur du côté de la restauration à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
avec cette crise de la COVID-19, le monde de la restauration a été évidemment durement touché parce que là, on ne peut plus opérer des restaurants en salle, mais le gouvernement permet quand même soit la livraison ou ce qu'on appelle le fameux take-out, ou même on peut aller chercher de la nourriture dans un restaurant pour l'apporter à la maison. Il y en a qui ont compris le message assez rapidement. Puis ici, dans la région, il y a eu un petit phénomène intéressant qui s'est passé et qui a commencé d'ailleurs pas plus tard qu'en fin de semaine. C'est celui du bistrot Braque qui opère normalement sur la place du marché dans le Vieux-Saint-Jean, qui a décidé d'offrir ce fameux service take-out. On rejoint immédiatement les deux copropriétaires, Chloé Labarre-McKilligot et David McDuff. À vous deux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Salut. Bon, là, d'une part, vous autres, vous étiez comme en vacances au mois de mars, donc de ce que j'ai cru comprendre, vous étiez, bon, à l'étranger, le restaurant était fermé, et là, donc, au retour, vous vous êtes imposé une quarantaine, c'est ça? Exact. Ouais. On a suivi ça, en fait, à distance. Quand on est revenu, là, je dirais que tout ce qui était restreint avait commencé déjà, là. Bon, vous êtes revenu au pays à quelle date? On est revenu au pays, on était, je crois, le 10 ou le 11 mars. Si je ne me trompe pas. Ce week-end-là, en fait. Et en principe, vous deviez réouvrir le restaurant quelque part à la fin mars. Là, vos réservations étaient prévues pour quelle journée? Oui, exact. Donc, nous, on se laissait normalement un délai. On devait réouvrir, mais à la place de ça, dans le fond, au lieu de réouvrir tout de suite, c'est là qu'on s'est mis à dire, OK, on voulait offrir, en fait, un service, mais savoir si c'était possible de l'adapter, c'était surtout ça, la solution qu'il fallait trouver aussi, là. Bon, quand on est habitué d'opérer un restaurant d'une trentaine de places, ce qui fait que dans une soirée, bon, vous avez X nombre de couverts à servir, transformer notre service en service de take-out, là, on fait ça comment? Ça a été complexe. Ça a été, justement, dans le fond, on a utilisé les 2 semaines, dans le fond, d'avoir notre quarantaine pour justement, comme Chloé, être capable de trouver une façon de garder, dans le fond, ce qu'on peut servir ici, mais c'est sûr que du take-out, c'est complètement différent. Fait qu'il faut être capable que ça reste. Mais c'est surtout elle qui a dû avoir une grosse logistique dans le fond. Dans le fond, c'est ce qu'on voulait garder la même signature d'ici, donc à la maison. Sauf que là, il fallait prendre connaissance aussi que c'est pas tout ce qui fait non plus en plat pour apporter. Tout ce qui est aussi au niveau des livraisons, approvisionnement, ça aussi, là, c'est complexe, là, ça a changé. On passe d'avoir à peu près pour un seul fournisseur. Nous, on a à peu près une douzaine de fournisseurs. Pour un seul fournisseur qui nous livrait comme option 5 fois semaine, on est passé 1 à 2 fois semaine. Donc, on veut garder l'aspect d'avoir beaucoup d'éléments dans les assiettes, d'avoir quelque chose qui est frais aussi, puis d'avoir aussi, c'est ça, le même style de cuisine. C'était vraiment de penser un peu à des menus à venir, dépendamment des restrictions qu'on venait d'avoir de se faire imposer. Là. Bon, là, quand vous avez, dans le fond, mis sur votre page Facebook un menu, vous avez donné les instructions genre d'écouter, à partir de telle date, on va faire ça, vous devez nous envoyer évidemment vos confirmations. Puis là, évidemment, vous aviez probablement en tête déjà une prévision, mais expliquez-nous un peu comment ça en fait, parlez-nous un peu de la croissance de la semaine dernière et du nombre de commandes que vous avez reçues là, dans les jours précédant votre premier week-end de take-out. C'est sûr qu'on avait mis de l'avant, peut-être une semaine avant, comme quoi qu'on allait s'en aller vers des plats pour apporter. Ça, on savait que, tu sais, on a beaucoup de gens qui nous suivent sur la page Facebook. Encore là, on n'est pas les personnes les plus actives non plus sur notre page Facebook à faire beaucoup de promotions. Fait que quand on a fait ça, je pense que ça a donné que c'était dans un bon délai parce que ça faisait déjà 2 semaines que les gens étaient à la maison, que tout était fermé à 50 % ou carrément fermé. Fait que les gens, je pense que quand on a pu dire qu'on offrait ce style de cuisine-là à la maison, les gens ont été intéressés, ils nous ont suivis. Quand les gens ont appelé, oui, je vais avouer que les deux, on s'attendait peut-être à faire peut-être 70 plats à peu près. Fait que quand la veille, les gens ont passé les commandes entre 2 heures et 6 heures, moi, j'ai rien fait à manger. J'ai été tout le long sur le téléphone, des lignes. Ce que j'avais préparé, en fait, je l'avais préparé pour 3 jours normalement. On l'a passé en une soirée. On a fait des préparations de nuit. En fait, c'est ça qui s'est pas mal passé. C'est sûr que là, pour ce week-end, on s'enligne au sommet. Là, on prévoit un petit peu que ça va ressembler au week-end passé. Peut-être même plus parce qu'il y a eu beaucoup de publicité. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit en privé et sur les réseaux sociaux, dans le fond, pour dire là, que les gens l'apprécient. Bon, mais je ne sais pas, en temps normal, dans une soirée, je ne sais pas si vous faites 70 ou 100 couverts, puis là, du jour au lendemain, tu te ramasses que tu fais 300, 400 ou 500 couverts. On va dire que, puis là, en plus, avec la contrainte de le faire en prêt à emporter,
Je veux dire, vous avez travaillé 24 heures par jour durant le dernier week-end, David? Des journées de 20 heures quasiment. C'était des journées de 20 heures quasiment pour être capable d'offrir cette demande-là. Là, on s'est dit, OK, on s'est donné à fond, il fallait le continuer. Là. Mais là, on est organisé autrement pour cette semaine. Bon, c'est un inventaire et une logistique dans les frigos aussi, parce que je veux pas comment on fonctionne. On est habitué d'un certain volume, justement, puis là, ça sort complètement de notre zone. Fait que là, c'est autant la réception des commandes que la prise, que juste l'entreposage dans les frigos. Ouais, ça, c'est un casse-tête, mais justement, là, on a fait une semaine, ça a super bien été. Fait que, c'est un premier gros essai maintenant. Puis là, en même temps aussi, il y a toute cette logistique de préparer des bons repas, de garder la touche du restaurant. Là, de ce que j'ai vu, dans le fond, vous aviez à la fois soit des petites boîtes comme en carton recyclable, vous aviez aussi là, des assiettes plus comme en plastique. Puis ça, visiblement, vous aviez suffisamment de récipients pour... Non, en fait, ça, c'est de la recherche qu'on a faite pendant la quarantaine. À cause que toute notre quarantaine préventive, en fait, s'est terminée, nous, on s'est fait livrer par une compagnie qu'on a découvert, que moi, j'avais suivi sur Instagram. Donc, c'est Scandium Distribution, c'est à Montréal. Fait que c'est vraiment recyclable, compostable, biodégradable aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on avait vu il y a quelques semaines. Fait qu'on s'est approvisionné dernière minute avec eux, parce que là, eux, c'est la folie des contenants aussi. Fait que vraiment, toutes les décisions de l'organisation qu'on avait à faire, ça s'est fait sur 3-4 jours, je dirais. Là. Mais dans le fond, vous avez été un peu visionnaire dans cette affaire-là. On a essayé. On a pris un guess. On a vraiment été chanceux. Il fallait trouver des solutions. On a pris le temps d'analyser. Justement, on est revenu de vacances. Là, on s'est mis à jour sur tout ce qui était les enfants. Je ne veux pas le contexte. Là, après ça, on s'est rendu compte, OK, nous, pour comme garder notre vision, puis un peu notre clientèle qui nous suit pour un certain standard de nourriture puis de choses, là, on s'est dit, OK, il faut trouver une solution, comment on peut fonctionner, que ça soit réaliste, que ça soit faisable, puis que ça sorte bien aussi, là, parce que ça soit efficace aussi, puis qu'on puisse le faire à long terme. Parce qu'on ne veut pas non plus prendre des risques qui sont inutiles. Avec ça, on a trouvé un fonctionnement qui va super bien autant quand on reçoit les commandes que quand on les livre. Avec ça, les gens viennent les chercher ici. Bon, parce que d'ailleurs, expliquez-nous un peu le mode de fonctionnement. Moi, j'y suis allé, évidemment, samedi. Et là, dans le fond, à côté de votre restaurant, vous avez comme une petite ruelle là, avant le dépanneur. Ouais. Et là, dans le fond, vous avez installé des tables. Là, les gens devaient se présenter là les uns après les autres, ne pas s'approcher de la porte. Expliquez-nous un peu la mécanique de livraison, si on veut. Oui. Bien, en fait, là, dans tout le processus à partir de commander, nous, dans le fond, là, la décision qu'on a prise cette semaine, parce que question des stocks aussi avec l'emplacement qu'on a physiquement, ça va être les vendredis, samedis. Ce qui veut dire, exemple, que le vendredi, que la personne qui peut manger la soirée même doit commander la veille le jeudi entre 14h et 18h. On fait la publication. Tout est vraiment centré que sur la page Facebook. C'est le plus accessible pour nous et pour tous pour faire les modifications. Donc, jeudi, entre 14h et 18h, les gens appellent, font le paiement par téléphone et récupèrent le lendemain, qui est le vendredi, entre 4h et 18h30. Quand les gens arrivent dans notre entrée de porte cochère sur le côté extérieur gauche du restaurant, les gens disent leur nom. Donc, nous, à ce moment-là, on a la facture, on a le bon de commande que la personne a pris, puis on a des tables aussi installées dehors. Donc, quand les gens donnent leur nom, nous, on sort la commande avec les quantités et la facture, puis les gens, avec leur sac réutilisable, remplissent eux-mêmes leur sac. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que nous, autrement dit, les seules choses qu'on touche avec des gants, c'est les bacs qu'on désinfecte à chaque fois qu'on rentre à l'intérieur. Et là, qui fait quoi là-dedans? Chloé, tu disais tantôt, je m'occupais un peu du téléphone le premier week-end. Toi, de ton côté, David. Bref, comment vous vous êtes réparti la tâche, David? Bien, justement, là, c'est sûr que les deux, oui, on fait la mise en place, on fait la cuisine ensemble. C'est Chloé elle, qui décide, dans le fond, tout ce qui est, ça va être quoi les items sur le menu. C'est vraiment elle qui a le rôle de chef de tout choisir la logistique. Moi, je l'aide, on fait la mise en place, mais après ça, durant justement... ça, c'était la partie qu'on optimise, c'est la partie quand les gens appellent pour prendre des commandes. Là, c'est Chloé qui s'occupe de prendre des commandes. Moi, dans ce temps-là, j'arrive à faire un petit peu de cuisine encore. Mais la journée que les gens ils viennent, c'est toujours quelqu'un qui va à l'extérieur pour donner des commandes. Mais c'est sûr que là, il n'y a plus de service en avant. C'est sûr que oui, là, moi, je suis en cuisine avec elle. Mais c'est ça, dans le fond, on se fait des listes comme tout le monde. En fait, je dirais que là, les tâches, on est tellement débordés de tout que c'est vraiment, David fait autant manger moi, les deux, c'est le téléphone, les deux, c'est la plonge aussi. Ouais. On n'a pas de préparation d'un plongeur qui nous aidait. Ouais. Fait que je pense que ce qui fait que ce take-out-là est possible, c'est vraiment parce qu'on est juste les deux et qu'on ne met personne à risque en ayant une équipe de travail pour rouler un menu. Ouais. Fait qu'on le fait vraiment pour que nous, on soit capable de le faire. Mais en même temps, quand vous regardez ça, je comprends que le gouvernement vous oblige évidemment à ne pas tenir de restaurant en salle, mais permet quand même les plats à emporter. Vous pourriez être comme d'autres entrepreneurs et dire, nous, regarde, on va fermer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On va avoir une aide gouvernementale, il y a un chèque qui va venir en quelque part, puis pendant ce temps-là, on va se reposer puis on va faire d'autres choses. Autrement dit, ma question, c'est
Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de dire, nous, on va se donner le trouble de le faire, puis de faire notre restaurant autrement, plutôt que de rester assis chez soi puis d'attendre qu'on reçoive un chèque du gouvernement? Ben moi, je dirais parce qu'on aime notre travail, puis c'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi, puis ça fait 5 ans cet été qu'on est ouvert. C'est sûr qu'on fait toujours le même concept, que jamais vraiment dérogé, d'avoir les 30 places, d'avoir une seule tablée. Moi, je me suis dit, on va continuer le service qu'on peut offrir, mais en le faisant différemment. Tu sais, nous, ce qu'on a visé en faisant du bistro-brac à la maison, parce qu'on aurait pu tourner ça de n'importe quelle façon, puis de faire des sandwichs ou quoi que ce soit, mais on s'est dit, on va le garder parce que nous, le but qu'on vise les gens pour ça, c'est de ne pas nourrir les familles quotidiennement. Ça, on laisse aux traiteurs qui font super bien, c'est plus la semaine, c'est un petit peu plus familial. Mais nous, on veut continuer que les gens, en couple ou en famille, puissent se payer au moins 1 à 2 fois semaine une bonne bouffe, mais dans le confort de la maison. Fait que nous, on ne vise pas les gens qui viennent chercher des repas pour 4 jours dans la semaine, mais plus une soirée qui sont tranquilles dans la maison. Puis là, une question drôle comme ça, mais une fois que la vie normale va reprendre, allez-vous faire encore du take-out? Je sais pas. Je sais pas, c'est à voir, mais si on s'attend qu'on va avoir de la demande ici, si les gens savent qu'on peut faire des take-out qui ont bien du sens, on risque de se le faire demander. Des fois, au jour le jour. Bien, des fois, il y a des opportunités comme ça qu'il faut saisir. Hein? Ça arrive comme ça. Ah oui, exact. Bien, à vous deux, merci. Félicitations, franchement. Je pense que vous inspirez d'autres restaurateurs dans la région. Puis bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci. Restez avec nous, on vous revient avec le mot de la fin. Évidemment, avec cette crise, il faut absolument prioriser l'achat local. Et dans la région ici, il y a soyezlocal.ca où on a un répertoire des entreprises qui sont ouvertes et qui offrent encore des services à la communauté. Donc, je vous invite à aller consulter cette liste. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.